Imaginez un soir tranquille de mai de l'an 1776 dans la petite ville bavaroise d'Ingolstadt. Quelque part dans les rues étroites, entre les vieilles maisons de pierre, une poignée de personnes se rassemblent à la lumière des bougies. Ils parlent de l'avenir de l'humanité, d'un monde nouveau où il n'y aura ni roi, ni prêtre, ni riche, ni pauvre. Cela ressemble à une utopie, n'est-ce pas? Mais ce soir-là, un ordre est né qui, des siècles plus tard, symbolisera la plus puissante conspiration de l'histoire de l'humanité. Bonjour, chers auditeurs. Écrivez dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'une des pages les plus mystérieuses de l'histoire européenne, où la philosophie des Lumières a rencontré des rituels secrets et où de nobles idéaux ont été mêlés à des soupçons de conspiration à l'échelle mondiale. Pour comprendre comment sont nés les Illuminati, il faut se plonger dans l'atmosphère de l'époque. Le XVIIIe siècle est une époque où le vieux monde éclate. Imaginez l'Europe de l'époque. Des monarchies absolues régnaient par la grâce de Dieu, l'Église dictait ce qu'il fallait penser et croire, et les gens du peuple vivaient une existence misérable sous l'oppression des ordres féodaux. Mais le vent du changement souffle déjà. Dans les salons parisiens, les philosophes parlent d'égalité et de fraternité. En Angleterre, Newton découvre les lois de l'univers. Et en Amérique, les colons s'apprêtent à secouer le joug de la couronne britannique. C'est dans cette atmosphère de bouillonnement intellectuel et de tension sociale qu'émerge un jeune professeur de droit canon, Adam Weishaupt. Imaginez cet homme, âgé d'une trentaine d'années, maigre, au regard pénétrant, qui voit le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Weishaupt enseigne à l'université d'Ingolstadt, l'un des bastions de l'éducation jésuite, mais son esprit n'est plus confiné dans les limites étroites de l'orthodoxie catholique. Il lit Voltaire et Rousseau, réfléchit aux idées des Lumières, et, peu à peu, un grand projet mûrit dans son esprit. Le 1er mai de l'année 1776, le jour même où la déclaration d'indépendance était rédigée dans la lointaine Amérique, Weishaupt rassembla 5 de ses étudiants et fonda ce qu'il appela l'Ordre des Perfectionnés. Plus tard, cette confrérie recevra un nom qui restera à jamais dans l'histoire, les Illuminati, qui signifie les illuminés. Quel monde ces premiers Illuminati ont-ils imaginé? Fermez les yeux et essayez d'imaginer l'utopie de Weishaupt. C'est un monde sans frontières ni nations où les hommes ne sont unis que par la raison et la vertu. Un monde sans propriété privée qui, selon Weishaupt, est la source de toutes les misères et de toutes les inégalités. Un monde sans religion traditionnelle, qui seront remplacés par le culte de la raison et de la nature.
Un monde sans monarque ni aristocrate, où le pouvoir appartient aux plus sages et aux plus vertueux. Mais comment atteindre cet état idéal? Weishaupt a compris que prêcher ouvertement des idées aussi radicales dans la Bavière catholique équivaudrait à se suicider. Il choisit donc la voie de la société secrète, où la vérité est révélée progressivement, au fur et à mesure que l'adhérent est prêt à l'accepter. On peut imaginer ce système comme une pyramide à étages, où chaque niveau ne sait que ce qu'il doit savoir pour remplir sa mission. Aux niveaux inférieurs de l'ordre, les nouveaux arrivants étaient informés des nobles objectifs d'amélioration personnelle et d'aide à leurs voisins. Ici, tout semble assez innocent. L'étude des sciences, le développement des vertus, l'entraide entre frères de l'ordre. Mais plus l'adepte gravissait l'échelle hiérarchique, plus des idées radicales lui étaient révélées. Et seuls les élus qui atteignaient les degrés les plus élevés reconnaissaient le véritable objectif de l'ordre, la transformation complète de la société humaine. Weishaupt n'était pas seulement un visionnaire, mais aussi un organisateur de talent. Il met au point un système complexe de pseudonymes. Lui-même porte le nom de Spartacus, en l'honneur du chef de la révolte des esclaves. Ses associés se voient également attribuer des noms de grands combattants de la liberté: Caton, Brutus, Socrate. Ce jeu de conspiration créait une atmosphère particulière d'implication dans une grande cause, un voile romantique de secrets qui attirait tant les jeunes esprits. Au début, l'ordre s'est développé lentement. Les premières années, il ne comptait que quelques dizaines de personnes, pour la plupart des étudiants et de jeunes intellectuels d'Ingolstadt et des villes environnantes. Mais tout changea lorsque le baron Adolf von Knigge, l'homme qui allait devenir le deuxième personnage clé de l'histoire des Illuminati, rejoignit l'ordre en l'an 1780. Knigge est tout le contraire de Weishaupt. Là où le professeur était maussade et renfermé, le baron brillait par son charme et son éloquence. Là où Weishaupt pensait à des catégories d'abstraction philosophique, Knigge comprenait parfaitement la psychologie humaine et était capable de trouver une approche pour n'importe quel interlocuteur. C'est un recruteur né, un homme qui peut convaincre n'importe qui de n'importe quoi. C'est Knigge qui a transformé un petit groupe d'étudiants bavarois en une vaste organisation internationale. Il voyagea dans toute l'Allemagne, rencontra des personnes influentes et fonda de nouvelles loges. Sous sa direction, l'ordre a commencé à infiltrer les loges maçonniques, utilisant leur structure et leurs relations pour se répandre. La franc-maçonnerie était déjà un réseau bien organisé dans toute l'Europe et les Illuminati pouvaient tirer parti de cette infrastructure toute prête. Mais entre Weishaupt et Knigge, des contradictions se sont progressivement installées. Le fondateur de l'ordre était un puritain, un fanatique de la pureté de l'idée,
Knig, quant à lui, était un pragmatique, prêt à faire des compromis pour atteindre son but. Weishaupt voulait créer une nouvelle humanité. Knig voulait simplement une organisation efficace. Ces divergences conduiront finalement à une scission qui marquera le début de la fin de l'ordre. Entre-temps, les idées des Illuminati ont trouvé un écho dans le cœur de nombreuses personnalités de l'époque. Le poète Goethe et le philosophe Herder, des ducs et des barons, des professeurs et des écrivains ont rejoint l'ordre. Chacun d'entre eux voyait dans les enseignements de Weishaupt ce qu'il voulait y voir. Certains espéraient des réformes sociales, d'autres étaient attirés par la composante mystique, d'autres encore étaient simplement attirés par l'atmosphère de mystère et d'exclusivité. Au milieu des années 70, l'ordre comptait plusieurs milliers de membres dispersés dans toute l'Allemagne et même au-delà. Des loges Illuminati apparaissent en Autriche, en France et en Italie. Il semble que le rêve de Weishaupt d'une fraternité mondiale de personnes intelligentes soit sur le point de se réaliser. Mais c'est à ce moment-là que la chance se détourne de l'ordre. 1700 ont apporté à l'ordre des Illuminati non seulement une croissance rapide, mais aussi les premières épreuves sérieuses. Imaginez l'atmosphère de ces années-là. L'Europe est en ébullition. Les anciens ordres se fissurent sous la pression des idées nouvelles et les détenteurs du pouvoir observent avec une inquiétude croissante la diffusion des enseignements des Lumières. Dans cette atmosphère d'effervescence générale, même les sociétés secrètes les plus innocentes commencent à être perçues comme une menace pour l'ordre existant. L'électeur Karl Theodor de Bavière, souverain des terres où l'ordre a vu le jour, était un homme aux opinions conservatrices et à la religiosité profonde. L'Église catholique, les jésuites, l'aristocratie traditionnelle, toutes ces forces lui soufflaient sans cesse le danger que représentaient les sociétés secrètes. Et en effet, pouvait-il regarder sereinement une organisation qui prêchait ouvertement l'abolition de la propriété privée, l'abolition de la monarchie et le remplacement du christianisme par le culte de la raison? Les premiers signaux d'alarme ont été émis en l'an 1780, lorsque le prince électeur a publié un décret interdisant toutes les sociétés secrètes qui n'avaient pas reçu d'autorisation officielle. Mais les Illuminati étaient trop bien cachés, trop profondément infiltrés dans les structures du pouvoir pour être sérieusement affectés par ce décret. De nombreux membres de l'ordre occupaient des postes élevés dans l'appareil d'État, dans les universités, dans le système judiciaire. Ils ont tout simplement ignoré cette loi gênante.
poursuivant leurs activités avec encore plus de prudence. Mais le véritable danger pour l'ordre n'était pas les ennemis extérieurs, mais les contradictions internes. Le conflit entre Weishaupt et Knigge, qui avait commencé comme une simple friction de caractère, s'est progressivement transformé en un désaccord fondamental sur les objectifs et les méthodes de l'ordre. Le fondateur exigeait une obéissance sans faille à sa volonté, se croyant le seul gardien de la vraie doctrine. Knigge, quant à lui, voyait dans cet autoritarisme une négation des principes, même des Lumières, pour lesquels l'ordre se battait. Imaginez ce drame. Deux hommes exceptionnels, unis par le rêve commun d'un monde meilleur, se transforment peu à peu en ennemis irréconciliables. Leur correspondance de ces années-là est pleine de reproches et d'accusations mutuelles. Weishaupt reproche à Knigge d'avoir transformé l'ordre en une banale loge maçonnique et de s'être éloigné des principes révolutionnaires. Knigge répond que Weishaupt s'est transformé en despote qui étouffe dans l'œuf toute initiative et toute pensée créatrice. Ce conflit ne pouvait rester un secret pour les membres de l'ordre. Beaucoup d'entre eux étaient des gens instruits, habitués à penser de manière indépendante. Ils voyaient leurs chefs se quereller pour le pouvoir et l'influence, ce qui détruisait l'image de sages conseillers si soigneusement créés dans les rituels de l'ordre. Le côté romantique de la fraternité secrète s'évanouit, révélant des passions humaines tout à fait prosaïques. En l'an 1780, Knigge rompt finalement avec l'ordre et annonce publiquement sa démission. Ce fut un coup dévastateur pour le prestige des Illuminati. L'homme qui avait fait entrer la plupart de ses membres dans l'ordre, qui avait été son visage dans les cercles les plus élevés de la société, critiquait désormais ouvertement l'organisation à laquelle il avait consacré plusieurs années de sa vie. Mais le coup le plus terrible attendait l'ordre. En juillet 1784, un événement se produisit qui changea à jamais le destin des Illuminati. L'un des membres de l'ordre, le prêtre Jacob Lanz, se trouvait à cheval sur une route près de Ratisbonne lorsqu'il fut frappé par la foudre. Cela n'aurait été qu'un simple accident si la fouille du corps n'avait pas permis de découvrir des documents compromettants. Liste des membres de l'ordre, plans de ses activités et correspondance entre les dirigeants. Pouvez-vous imaginer le choc des autorités bavaroises lorsqu'elles ont découvert l'ampleur réelle d'une organisation qui opérait sous leur nez depuis des années? Les documents contenaient des noms de hauts fonctionnaires, d'aristocrates influents, de professeurs respectés. Mais surtout, ils contenaient des plans de prise de pouvoir progressive, des méthodes d'infiltration dans les structures gouvernementales et des moyens d'influencer l'opinion publique. L'électeur Karl Theodor est furieux. Il ordonne immédiatement des perquisitions au domicile des membres éminents de l'ordre.
La police saisit un grand nombre de documents qui révèlent toute la structure de l'organisation, ses objectifs et ses méthodes de travail. Le 22 juin de l'année 1784, un nouveau décret fut publié qui non seulement interdisait les activités des Illuminati, mais déclarait également que l'appartenance à l'ordre constituait une trahison. Pour Weishaupt, c'est un désastre. L'homme qui rêvait de changer le monde se retrouve soudain exilé dans son propre pays. Il doit fuir la Bavière et se réfugier dans d'autres pays allemands. Mais sa réputation est irrémédiablement ruinée. Qui oserait abriter un homme accusé de haute trahison? Le dernier coup fut porté par le prince électeur en mars 1785, lorsqu'il publia un décret encore plus sévère. L'appartenance aux Illuminati est désormais passible de la peine de mort. Cette mesure est d'une cruauté sans précédent, même selon les critères de l'époque. Habituellement, les sociétés secrètes étaient simplement interdites, leurs membres condamnés à une amende ou emprisonnés. Mais la peine de mort, cela signifiait que les autorités considéraient les Illuminati non seulement comme des fauteurs de troubles, mais aussi comme une menace mortelle pour les fondements mêmes de l'État. L'ordre, en tant que structure organisée, a cessé d'exister presque immédiatement. Ses membres ont fui à l'étranger ou se sont empressés de renoncer publiquement à leurs convictions. Des documents ont été brûlés, des archives ont été détruites, des liens ont été rompus. Le rêve de Weishaupt d'une humanité éclairée semble enterré à jamais. Mais paradoxalement, c'est la défaite de l'ordre qui l'a rendu célèbre. Lorsque les autorités bavaroises ont commencé à publier les documents saisis pour tenter de prouver le danger que représentaient les Illuminati, elles ont involontairement fait connaître leurs idées à l'Europe entière. Ce qui n'était connu que d'un petit cercle d'initiés l'est désormais du grand public. L'opinion publique a été choquée. Imaginez la réaction d'un Européen ordinaire de ces années-là lorsqu'il a pris connaissance de projets visant à abolir la propriété privée, à abolir le mariage, à liquider tous les États existants. Pour une personne élevée dans la tradition chrétienne, habituée à la structure hiérarchique de la société, cela ressemblait à un sermon de chaos et de destruction. L'Église catholique a immédiatement déclaré que les Illuminati étaient un instrument de Satan. Les prédicateurs protestants ne sont pas en reste, considérant leurs enseignements comme une menace pour toutes les valeurs chrétiennes. Des penseurs conservateurs écrivirent des pamphlets mettant en garde contre le terrible danger que les sociétés secrètes représentaient pour le bien-être des nations. Mais le plus intéressant est que les idées des Illuminati ont fait forte impression non seulement sur leurs adversaires, mais aussi sur leurs partisans. Dans toute l'Europe, des jeunes gens lisent les documents interdits, y voyant un manifeste de la libération prochaine de l'humanité. Les révolutionnaires trouvent dans les plans de Weishaupt un programme d'action tout fait.
les intellectuels admirent le système ordonné et logique de l'ordre. Les révélations des Illuminati ont un impact particulièrement fort en France, où le sentiment révolutionnaire est déjà très fort. De nombreux contemporains ont noté la similitude frappante entre les idées de l'ordre bavarois et les slogans qui allaient bientôt être entendus dans les rues de Paris. Liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas ce que recherche Weishaupt? L'abolition des domaines, l'abolition des privilèges aristocratiques, la sécularisation de la société, tout cela était prescrit dans les documents de l'ordre bien avant la prise de la Bastille. Il n'est pas surprenant que lorsque la Révolution a éclaté en France en 1789, beaucoup y ont vu l'accomplissement des plans des Illuminati. Cette opinion s'est particulièrement renforcée lorsqu'il est apparu que de nombreuses personnalités révolutionnaires étaient effectivement liées à des sociétés secrètes. Bien sûr, il n'existe aucune preuve directe de l'influence des Illuminati sur les événements français, mais les coïncidences semblent trop nombreuses pour être fortuites. C'est ainsi que l'ordre mort a trouvé une nouvelle vie après la mort. Dans l'imagination de leurs contemporains, les Illuminati étaient passés d'un petit groupe d'intellectuels bavarois à une puissante organisation internationale capable de renverser des rois et de changer le cours de l'histoire. Tous les bouleversements révolutionnaires, tous les bouleversements politiques sont désormais attribués à leur influence secrète. Imaginez l'Europe de la fin du XVIIIe siècle, un continent en proie à la fièvre révolutionnaire, où les vieilles vérités s'effondrent une à une et où de nouvelles idées sans précédent émergent à leur place. Dans cette atmosphère d'effervescence générale, l'ordre défunt des Illuminati prend une nouvelle vie, presque mystique. La Révolution française, qui débuta en l'an 1789, fut l'événement qui associa à jamais le nom des Illuminati à l'idée d'une conspiration mondiale. Lorsque la foule parisienne prit d'assaut la Bastille, que les aristocrates furent guillotinés, que les églises furent transformées en temples de la raison, de nombreux observateurs furent horrifiés de reconnaître dans ce qui se passait les plans mêmes qui avaient été établis dans les documents de l'ordre de Bavière. L'abbé Augustin Barouel, un jésuite français qui est devenu l'un des théoriciens de la conspiration les plus influents de l'histoire, a brossé le tableau d'une grande conspiration contre la civilisation chrétienne dans ses mémoires sur l'histoire du jacobinisme. Selon sa version, les Illuminati n'ont pas disparu après la défaite en Bavière, mais sont seulement entrés dans la clandestinité, d'où ils ont continué à diriger les processus révolutionnaires dans toute l'Europe. Chaque jacobin, chaque sans-clos était, selon Baruel, un agent conscient ou inconscient de cette organisation secrète. Imaginez l'impact de ces idées sur l'esprit des contemporains. Pour quelqu'un qui a grandi dans une société stable et hiérarchisée, les changements en cours semblaient si radicaux qu'ils ne pouvaient tout simplement pas être expliqués par le cours naturel des événements. Il devait y avoir une force cachée, un plan secret capable de bouleverser le monde.
et les Illuminati étaient tout désignés pour jouer le rôle de cette force. La théorie du complot de Barruel reçut une confirmation inattendue lorsque, en 1797, le naturaliste anglais John Robison publia un livre intitulé Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe. Preuve d'une conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements de l'Europe. Robison, membre de la Royal Society et homme à la réputation scientifique irréprochable, affirme qu'au cours de ses voyages sur le continent, il a personnellement observé les activités des Illuminati et peut confirmer leur rôle dans la préparation de la Révolution française. Et ces deux auteurs indépendants, un prêtre catholique et un scientifique protestant, ont jeté les bases de toutes les théories ultérieures sur le gouvernement mondial secret. Leurs livres ont été traduits dans toutes les langues européennes et réimprimés des dizaines de fois, formant dans la conscience publique l'image des Illuminati en tant qu'architectes d'un nouvel ordre mondial. Mais le plus surprenant est que l'histoire réelle de l'ordre s'est progressivement effacée devant sa version mythologique. Adam Weishaupt, qui, après son exil de Bavière, avait fini ses jours dans la petite ville thuringienne de Gotha, où il travaillait comme bibliothécaire, s'est transformé dans la conscience collective en un génie démoniaque, capable de contrôler le destin des nations depuis son mystérieux refuge. La réalité est beaucoup plus prosaïque. L'ancien chef de l'ordre a écrit des traités philosophiques, donné des conférences, tenté de justifier ses anciennes opinions. À plusieurs reprises, il a déclaré publiquement que l'ordre des Illuminati n'existait plus depuis longtemps, que toutes les discussions sur ses activités secrètes n'étaient que le fruit d'une imagination malade. Mais qui voulait écouter des explications ennuyeuses alors qu'il était bien plus intéressant de croire en l'existence d'une organisation secrète toute puissante? Les guerres napoléoniennes n'ont fait que renforcer la croyance dans le pouvoir des Illuminati. Lorsque le conquérant corse a marché triomphalement à travers l'Europe, écrasant trônes et autels, beaucoup y ont vu l'accomplissement des plans de longue date de l'ordre. Napoléon lui-même, d'ailleurs, était franc-maçon, ainsi que nombre de ses maréchaux et ministres. Ce fait a renforcé les soupçons sur l'existence d'un centre de gouvernement secret. Ce qui semble particulièrement impressionnant, c'est la facilité avec laquelle Napoléon a détruit des institutions séculaires. Le Saint-Empire romain germanique, qui existait depuis près de 1000 ans, disparaît d'un trait de plume. L'État pontifical est aboli. Le pontife lui-même est fait prisonnier. Les anciennes monarchies s'écroulent comme des châteaux de cartes. Un seul homme, même un brillant général, pouvait-il faire tout cela? N'y avait-il pas derrière lui la même puissance secrète que celle dont parlaient Barruel et Robison? Et le symbolisme a également joué un rôle dans le renforcement de la légende. Napoléon s'est entouré de motifs égyptiens,
pyramides, sphinx, obélisques. Tout cela rappelle les mystères anciens, les connaissances secrètes que, selon certaines théories, possédaient les Illuminati. Même la célèbre étoile à 5 branches, devenue le symbole de l'armée napoléonienne, était perçue comme un signe maçonnique. Après la chute de Napoléon en 1815, l'ordre ancien semblait avoir triomphé. Le Congrès de Vienne avait restauré les monarchies légitimes. L'Église catholique avait retrouvé son influence. Les idées révolutionnaires avaient été repoussées dans la clandestinité. Mais la croyance dans le pouvoir des sociétés secrètes ne disparaît pas. Au contraire, elle acquiert de nouvelles caractéristiques. Désormais, les Illuminati sont accusés non seulement de conspiration politique, mais aussi de tentative de destruction des fondements de la civilisation chrétienne. Les penseurs conservateurs voient dans la diffusion des idées libérales, dans la croissance de la conscience nationale, dans les demandes de réformes constitutionnelles, partout la main de marionnettistes secrets. Chaque soulèvement étudiant, chaque révolte ouvrière est attribuée à l'influence des descendants de l'ordre bavarois. Les révolutions de 1848, qui ont balayé l'Europe presque simultanément, ont été particulièrement impressionnantes. Comment des peuples de pays différents, parlant des langues différentes, pratiquant des religions différentes, ont-ils pu se soulever contre leurs dirigeants au même moment? La seule explication raisonnable semblait être l'existence d'un centre dirigeant unique coordonnant les actions des révolutionnaires. À cette époque, un nouvel élément s'ajoute à la théorie de la conspiration des Illuminati. La question juive. Des auteurs antisémites commencent à affirmer que les véritables dirigeants de l'ordre ne sont pas des professeurs bavarois, mais des représentants de dynasties financières juives. Les Rothschild, qui contrôlent la finance européenne, deviennent les principaux suspects dans l'organisation du gouvernement mondial secret. Cette version semblait particulièrement convaincante, car en effet, de nombreux Juifs soutenaient activement les mouvements libéraux et révolutionnaires. Et ce n'est pas étonnant. Ce sont ces mouvements qui ont lutté pour l'égalité civile, pour l'abolition des restrictions religieuses, pour la sécularisation de la société, pour les communautés juives qui avaient subi des siècles de discrimination. Les idées libérales étaient synonymes de libération. Mais les antisémites ont interprété ce soutien à leur manière. Selon eux, les Juifs soutenaient les révolutions non pas pour parvenir à l'égalité, mais pour prendre le pouvoir sur les nations chrétiennes. Les Illuminati deviennent un instrument juif de domination mondiale et Weishaupt une marionnette des financiers internationaux. À la fin du XIXe siècle, la légende des Illuminati a pris une forme presque complète. Il ne s'agit plus seulement d'une organisation secrète, mais de tout un système de structures interconnectées,
loges maçonniques, institutions financières, groupes révolutionnaires, cercles intellectuels. Toutes travailleraient à la mise en œuvre d'un plan unique, la destruction des valeurs traditionnelles, la destruction des États-nations, l'instauration d'un gouvernement mondial. L'émergence du marxisme et de l'anarchisme n'a fait que renforcer ces soupçons. Karl Marx et Mikhaïl Bakounine, qui ont créé l'idéologie de la réorganisation révolutionnaire du monde, sont perçus comme de nouvelles incarnations de l'esprit des Illuminati. La première internationale, qui réunit les partis ouvriers de différents pays, apparaît comme l'héritière directe de l'ordre bavarois. La révolution industrielle, l'urbanisation, la sécularisation, tous ces processus qui ont radicalement changé le visage de la civilisation européenne ont été expliqués par les activités de forces secrètes. Les gens, perdus dans un monde en mutation rapide, cherchaient des explications simples à des phénomènes complexes. La théorie du complot a fourni cette explication. Au début du XXe siècle, les Illuminati sont passés du statut de réalité historique à celui de mythe culturel. L'ordre réel, qui n'a existé que 10 ans et n'a réuni que quelques centaines de personnes, est devenu le symbole d'un pouvoir secret, capable de contrôler le cours de l'histoire mondiale. Chaque événement important, guerre, révolution, crise économique, est immédiatement associé aux activités des héritiers de Weishaupt. La Première Guerre mondiale a été une nouvelle preuve de la puissance d'un gouvernement mondial secret. Comment expliquer autrement le fait que les nations européennes civilisées se soient soudain mises à s'exterminer les unes les autres avec une cruauté sans précédent? À qui profite ce massacre qui détruit la vieille Europe et ouvre la voie à de nouvelles expériences? La révolution russe de 1917 a particulièrement frappé l'imagination des conspirationnistes. La chute de l'Empire russe, qui semblait être un bastion inébranlable des valeurs traditionnelles, est perçue comme le plus grand triomphe des forces de destruction. Le fait que de nombreux bolcheviks étaient effectivement d'origine juive n'a fait que renforcer la croyance en une conspiration judéo-maçonnique. La parution des protocoles des sages de Sion, un document frauduleux décrivant les plans d'une conspiration juive mondiale, a été le point culminant de ce processus. Bien que les protocoles aient été fabriqués par la garde tsariste sur la base de pamphlets français antérieurs, ils ont semblé à de nombreux lecteurs être une révélation de la terrible vérité. Après tout, ils décrivaient les mêmes plans que ceux attribués aux Illuminati. La destruction des institutions traditionnelles, l'établissement d'un gouvernement mondial et l'asservissement des peuples. C'est ainsi que l'ordre des intellectuels bavarois, qui rêvait du royaume de la raison et de la vertu, s'est transformé en symbole du malheur du monde. Les nobles idéaux des Lumières ont été oubliés, ne laissant qu'une sombre légende de marionnettistes secrets
contrôlant le destin de l'humanité depuis de sombres caves. Le mythe des Illuminati est devenu une partie de l'inconscient collectif de la civilisation occidentale, se manifestant chaque fois que les gens étaient confrontés à des changements incompréhensibles et effrayants. C'est au XXe siècle que le mythe des Illuminati s'est enfin détaché de ses racines historiques pour devenir l'explication universelle de tous les malheurs de l'humanité. Imaginez un monde où des empires ayant existé pendant des siècles se sont effondrés en quelques décennies, où les progrès technologiques ont bouleversé la vie quotidienne, où 2 guerres mondiales ont fait des dizaines de millions de morts. Dans un tel environnement, la recherche du coupable est devenue une nécessité psychologique et la théorie d'une conspiration secrète est devenue un moyen commode d'expliquer l'inexplicable. L'Allemagne de Weimar devient un véritable laboratoire de théorie du complot. La défaite dans la guerre, le chaos économique et l'instabilité politique exigent des explications qui ne portent pas atteinte à la dignité nationale du peuple allemand. Il est beaucoup plus facile de croire que l'Allemagne a été trahie par des forces secrètes que d'admettre ses propres erreurs et mauvais calculs. Les Illuminati, les francs-maçons, les Juifs, tout cela se fond dans l'image d'un ennemi responsable de tous les malheurs de la nation. La propagande nazie a magistralement exploité ces sentiments. Hitler et ses associés n'ont pas inventé la théorie de la conspiration judéo-maçonnique. Ils lui ont simplement donné une nouvelle forme, plus agressive. Selon leur interprétation, les Illuminati faisaient partie d'un grand plan d'asservissement de la race aryenne. Toute initiative libérale, tout appel à la coopération internationale est perçu comme une tentative de saper l'indépendance nationale de l'Allemagne. Mais le paradoxe est que les nazis eux-mêmes incarnaient à bien des égards les principes mêmes attribués aux Illuminati. Eux aussi aspiraient à la domination du monde. Eux aussi voulaient détruire les institutions traditionnelles. Eux aussi rêvaient de créer un nouveau type d'homme. La seule différence est qu'au lieu d'une fraternité cosmopolite de personnes intelligentes, ils proposaient une hiérarchie raciale sous domination allemande. L'Holocauste est devenu l'incarnation terrifiante des fantasmes de conspiration. Des millions d'innocents sont morts, non pas parce qu'ils représentaient une menace réelle, mais parce qu'ils étaient enrôlés dans une conspiration mythique. L'ironie tragique de l'histoire, c'est que les vrais conspirateurs étaient ceux qui criaient le plus fort pour lutter contre les conspirations. Après la Seconde Guerre mondiale, les théories du complot semblaient avoir été discréditées à jamais. Le lien entre la recherche de boucs émissaires et les crimes de masse était devenu trop évident. Mais la psychologie humaine est organisée de telle manière que le besoin d'explications simples de phénomènes complexes ne disparaît jamais.
Et très vite, les Illuminati ont trouvé une nouvelle vie dans les conditions de la guerre froide. Aujourd'hui, ils sont accusés de fomenter un coup d'État communiste dans le monde libre. Le macartisme aux États-Unis, la chasse aux sorcières en Europe ont tous été alimentés par les mêmes craintes d'une conspiration secrète qui a donné naissance à la légende de l'ordre de Bavière. Chaque libéral est devenu un suspect lié à Moscou, chaque militant des droits civiques un agent du communisme international. La propagande soviétique, quant à elle, utilise l'image des Illuminati pour expliquer les politiques agressives de l'Occident. Selon les idéologues soviétiques, les mêmes forces qui avaient jadis financé Hitler sont derrière le dos des impérialistes américains. Le capital mondial, réuni dans des loges et des clubs secrets, cherche à établir sa domination sur l'ensemble de la planète. Les années 1960 ont été marquées par une nouvelle vague d'intérêt pour les théories du complot. L'assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam, l'agitation étudiante, tous ces événements ont soulevé une foule de questions auxquelles les autorités officielles n'ont pas pu apporter de réponse convaincante. La jeune génération, élevée dans les idéaux de liberté et de justice, se méfie des explications du gouvernement et cherche d'autres sources d'informations. C'est à cette époque qu'est apparue la version moderne du mythe des Illuminati. Il ne s'agit plus seulement d'une organisation secrète visant à dominer le monde, mais d'un système complexe de structures interconnectées, du club Bilderberg au Council on Foreign Relations, de la commission trilatérale au Bohemian Grove. Toutes auraient servi le même objectif: l'instauration d'un nouvel ordre mondial sous le contrôle des élites financières. La trilogie Illuminatus de Robert Shea et Robert Anton Wilson, publiée dans les années 70, a joué un rôle particulier dans la popularisation de ces idées. De Robert Shea et Robert Anton Wilson, publié dans les années 70. Les auteurs ont créé un imaginaire paranoïaque grandiose dans lequel les Illuminati contrôlent tous les événements importants de l'histoire mondiale. Bien que le livre ait été conçu comme une satire de la pensée conspirationniste, de nombreux lecteurs l'ont pris tout à fait au sérieux. Le développement des médias de masse n'a fait qu'intensifier la diffusion des théories du complot. Émissions de radio, téléfilms, livres populaires, tout cela a façonné dans la conscience collective l'image de marionnettistes tout-puissants dirigeant le monde depuis l'ombre. Les Illuminati sont devenus partie intégrante de la culture pop, héros de films à succès et de jeux vidéo. La chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique semblaient mettre fin aux théories du complot. Mais au lieu d'être soulagés, les conspirationnistes se sont sentis encore plus alarmés. Désormais, plus rien ne s'oppose à l'établissement d'un gouvernement mondial unifié sous l'hégémonie américaine. La mondialisation, qui a pris de l'ampleur dans les années 90, a été perçue par beaucoup comme l'accomplissement de vieux projets des Illuminati. La disparition des barrières commerciales, la création d'institutions supranationales,
l'unification de la culture, tout cela semblait être des étapes vers le nouvel ordre mondial dont Weishaupt avait rêvé. Internet est devenu un outil puissant pour la diffusion des théories du complot. Désormais, n'importe qui peut créer son propre site web et partager avec le monde entier ses soupçons sur des conspirations secrètes. L'absence de contrôle éditorial a permis aux théories les plus fantastiques d'être mises sur un pied d'égalité avec les faits avérés. Les algorithmes des moteurs de recherche et les médias sociaux n'ont fait qu'aggraver la situation en créant des chambres d'écho où les gens recevaient des informations qui confirmaient leurs préjugés. Les attaques terroristes du 11 septembre sont devenues un nouveau point de départ pour les théoriciens de la conspiration. La version officielle des événements semble trop simple pour beaucoup. Une poignée de terroristes aurait-elle pu porter un tel coup à la nation la plus puissante du monde? N'y avait-il pas des forces plus sérieuses derrière eux? Ou peut-être les services de renseignement américains ont-ils eux-mêmes organisé l'attentat afin d'obtenir un prétexte pour une action militaire au Moyen-Orient? La crise financière de 2008 a apporté de nouveaux arguments en faveur de la théorie du complot. La faillite des grandes banques, l'effondrement des marchés boursiers et le chômage de masse ont tous été perçus comme le résultat d'actions conscientes des élites financières. Le mouvement Occupy Wall Street a directement accusé le 1% de la population de l'appauvrissement délibéré des 99 autres pourcents. Mais le plus surprenant, c'est que le mythe des Illuminati a commencé à influencer la réelle politique. Les hommes politiques qui ont compris le pouvoir du sentiment de conspiration ont commencé à l'utiliser à leur avantage. Ils parlaient de combattre l'État profond, de s'opposer à l'establishment, de protéger les gens ordinaires des élites. En même temps, ces hommes politiques appartenaient souvent eux-mêmes aux élites qu'ils appelaient à combattre. Donald Trump est peut-être devenu le premier président d'une grande puissance à utiliser ouvertement une rhétorique conspirationniste. Ses accusations d'un État profond, sa lutte contre les fake news, ses affirmations de fraude électorale, tout cela a été directement puisé dans l'arsenal des théoriciens du complot. Ce qui était autrefois considéré comme des théories marginales s'est soudain retrouvé au centre du discours politique. La pandémie de COVID-19 a été un nouveau test de la rationalité humaine. Les mesures de quarantaine, les vaccinations obligatoires, les badges numériques ont été perçus par beaucoup comme des étapes vers un contrôle totalitaire. Les Illuminati, Bill Gates, l'Organisation mondiale de la santé, tous sont accusés de vouloir asservir l'humanité sous prétexte de lutter contre l'épidémie. La réaction au mouvement QAnon, version moderne de la croyance en une conspiration secrète des élites, a été particulièrement révélatrice. Des millions d'Américains ont cru
que le pays était dirigé par un groupe de pédophiles sataniques et que Trump menait une guerre secrète contre eux. La prise d'assaut du Capitole, le 6 janvier de l'année 2021, a été le point culminant de cette folie. Des gens armés de théories conspirationnistes ont essayé de changer les résultats de l'élection par la force. Dans ce chaos de théories et d'accusations, la figure des Illuminati historiques s'est finalement dissoute. L'ordre bavarois d'Adam Weishaupt est devenu un symbole universel que chacun peut remplir de son propre contenu. Pour certains, il s'agissait de communistes, pour d'autres de capitalistes, pour d'autres de sionistes, pour d'autres encore de reptiloïdes. Le contenu spécifique n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le principe lui-même. Quelque part dans l'ombre, il y avait des forces qui dirigeaient nos vies contre notre volonté. Pourquoi ce mythe est-il si tenace? Les psychologues identifient plusieurs raisons. Tout d'abord, les théories du complot apportent des réponses simples à des questions complexes. Il est beaucoup plus facile de croire que tous les problèmes sont dus aux mauvaises intentions d'un petit groupe de personnes que de comprendre des processus socio-économiques complexes. Deuxièmement, les théories du complot donnent un sentiment de contrôle. S'il y a une conspiration, cela signifie qu'elle peut être exposée et stoppée. Troisièmement, elles satisfont le besoin d'exclusivité. Une personne qui connaît la vérité se sent éclairée au milieu d'une foule ignorante. Les technologies modernes ne font que renforcer ces tendances. Les algorithmes des médias sociaux créent des bulles de filtre où les gens ne voient que les informations qui confirment leurs croyances. Les dropfakes et autres technologies de manipulation d'images rendent de plus en plus difficile la distinction entre le vrai et le faux. L'intelligence artificielle peut générer des milliers de faux comptes, créant l'illusion d'un soutien massif à n'importe quelle théorie. Dans ces conditions, la frontière entre la réalité et la fiction devient de plus en plus floue. Le mythe des Illuminati n'est plus seulement une amusante théorie du complot. Il devient le prisme à travers lequel des millions de personnes perçoivent le monde qui les entoure. Cela pose de sérieux problèmes à une société démocratique fondée sur une discussion rationnelle des faits. Mais la plus grande ironie est peut-être qu'en luttant contre les conspirations mythiques, les gens sont souvent victimes de véritables manipulateurs. Les politiciens et les magnats des médias qui comprennent le pouvoir du sentiment de conspiration l'utilisent pour atteindre leurs propres objectifs. Ils créent des images d'ennemis contre lesquels se rallier et gagnent ainsi du pouvoir sur l'esprit et le cœur des gens. Ainsi, la peur ancestrale des sociétés secrètes devient un outil de propagande moderne. Les Illuminati, qui rêvaient autrefois d'éclairer l'humanité, deviennent le symbole de leurs illusions. Et tant que les gens chercheront des réponses simples à des questions complexes, tant qu'ils préféreront les mensonges commodes à la vérité dérangeante,
le mythe des Illuminati vivra et prospérera, prenant des formes toujours nouvelles. À notre époque, où l'information se propage à la vitesse de la lumière et où les frontières entre faits et opinions sont floues, il est particulièrement important de comprendre les mécanismes des théories du complot. Après tout, notre capacité à distinguer la vérité de la fiction détermine en fin de compte non seulement notre bien-être personnel, mais aussi le sort de la civilisation démocratique dans son ensemble. Notre voyage à travers les siècles et les continents, depuis les rues tranquilles d'Ingolstadt en Bavière jusqu'au labyrinthe numérique moderne de l'Internet, est arrivé à son terme. Nous avons retracé une métamorphose étonnante. Comment un petit cercle d'illuminés s'est transformé en l'un des mythes les plus tenaces de l'humanité. Comment les nobles rêves du royaume de la raison sont devenus le symbole de conspirations secrètes. La leçon la plus importante de cette histoire est peut-être que le désir humain de trouver des explications simples à des phénomènes complexes reste inchangé à travers les âges. Et tant que nous n'aurons pas appris à accepter l'incertitude comme un élément naturel de la vie, les fantômes du passé continueront à hanter le présent. Bonne nuit, chers auditeurs. Que vos rêves soient lucides et qu'au matin, vous soyez accueillis par un monde rempli, non pas de conspirations secrètes, mais de possibilités infinies de compréhension et de bonté. Au plaisir de vous revoir dans notre air nocturne douillet.